Les techniques de dialyse, d'épuration extra-rénale ont pu être inventées grâce à certaines personnes qui ont décrit la diffusion. Et ça, c'était en 1854. Ensuite, évidemment, il y a eu les premières dialyses sur l'animal. Et en 1977, on est arrivé à réaliser la première hémofiltration continue. Il existe évidemment donc différentes techniques d'épuration extra-rénale, des méthodes soit extracorporelles où on a l'hémodialyse, l'hémofiltration, l'hémodiafiltration, des méthodes endocorporelles avec la dialyse péritonéale, des méthodes de dialyse à haut débit ou à bas débit de dialyse. On va essayer de voir tout ça ensemble aujourd'hui. Quand on parle d'épuration extra-rénale, on parle d'épuration du plasma à travers une membrane dialysante, une membrane qui sera évidemment imperméable aux éléments figurés du sang, à l'albumine et à tout ce qui a un poids moléculaire plus élevé que l'albumine. Et quand on parle d'hémodialyse, c'est l'épuration extra-rénale à travers une membrane dialysante extracorporelle. Il existe évidemment différents types de générateurs qui nous permettent soit l'hémodialyse intermittente, soit les méthodes continues. Ici, je vous ai mis en photo les deux types de générateurs que nous avons nous chez nous en centre, mais surtout pour vous mettre en évidence que avant de pouvoir permettre ce traitement par hémodialyse, il faut tout un traitement, toute une technologie derrière nous pour fabriquer un dialysat ultra pur, pauvre évidemment en endotoxines, en bactéries, et donc ça nécessite un véritable traitement de l'eau, parce qu'à partir de l'eau de ville, on va fabriquer ce dialysat, et donc il nous faut un osmoseur, un filtre à charbon, un filtre à particules, pour pouvoir procurer ce traitement. La membrane, la membrane, elle va permettre le passage d'eau, des électrolytes, des toxines urémiques de poids moléculaire inférieurs à l'albumine. Elle ne va pas, évidemment, comme je l'ai dit, permettre le passage d'éléments figurés du sang. Elle est caractérisée par sa perméabilité diffusive, hydraulique et convective. À l'heure actuelle, on va évidemment utiliser les membranes synthétiques à haute perméabilité et qui sont le plus biocompatibles possible. Et donc, à contre-courant, on va avoir le sang qui va aller à contre-courant du dialysat. Les mécanismes, les phénomènes de transfert lors d'un traitement d'épuration extra-rénale sont de deux types. Il y a la diffusion, donc là, grâce à un gradient de concentration, je vais avoir mes solutés qui vont diffuser du gradient du milieu le plus concentré vers le moins concentré, et il y a aussi le phénomène de convection, où là, je vais exercer une pression et je vais avoir à la fois un transfert de solvant et de soluté grâce à un gradient de pression. La diffusion, donc la conduction, c'est ce transfert, comme je vous ai dit, passif de soluté du sang vers le dialysat. Il y a aussi la rétrodiffusion, où c'est le transfert des molécules, des solutés du dialysat vers le sang. La clairance diffusive va évidemment dépendre de mon débit sanguin que je vais apporter, du débit de dialysat, de la différence de concentration et de la surface de la membrane. On sait qu'en diffusion, pour un même débit de dialysat, plus mon débit sang est élevé, plus mes toxines urémiques de petits poids moléculaires vont être mieux dialysées, vont être mieux épurées. Lors de l'autre mécanisme qu'on a vu, c'était donc la convection. Donc par convection, j'exerce une pression sur ma membrane et je vais avoir à la fois un transfert de soluté et de solvant. L'autre phénomène de transfert qui est mis en évidence lors de la dialyse péritonéale, c'est grâce à une différence de pression osmotique, où là, cette pression osmotique va être régulée par la concentration en glucose du dialysat. Les toxines urémiques, on les classifie en fonction de leur poids moléculaire. On a les toxines urémiques de petits poids moléculaires, de plus haut poids moléculaire, et celles liées aux protéines. On sait que les toxines urémiques de petits poids moléculaires vont très bien diffuser. Et pour épurer les toxines urémiques de plus haut poids moléculaire, on va surtout avoir besoin de la convection. En hémodialyse, donc, purement diffusif, je n'ai pas de convection pour permettre l'épuration des toxines urémiques. En hémofiltration, je n'ai pas de dialysat, j'exerce juste une pression et donc le transfert des molécules est purement convectif. Et à l'heure actuelle, on peut se permettre de combiner les deux phénomènes d'épuration des molécules en faisant de l'hémodiafiltration. Donc j'ai à la fois un dialysat, un dialysat qui permet la diffusion et à la fois un pouvoir convectif. Et donc ça nécessite une solution, un liquide de réinjection au patient. Donc voici les trois techniques. Vous avez bien compris, hémodialyse, diffusion seule, dialysat, pas de liquide de substitution, hémofiltration, on n'a pas de dialysat, on utilise juste la convection. Il nous faut donc un liquide de substitution et on peut combiner les deux phénomènes de transfert. Ensuite,
Le traitement d'épuration extrarénale en situation aiguë, on a la possibilité entre les méthodes dites conventionnelles intermittentes et les méthodes continues. L'hémodialyse intermittente, on va fixer notre débit sang aux environs de 300 ml sur un cathé, on va pousser à 360 sur une fistule. Le débit à l'ISA, il va être fixé aux alentours de 500, on peut monter des fois un peu plus haut. La durée, souvent la durée en chronique, elle est évidemment de 4 heures 3 fois semaine, mais chez un patient qui est par exemple un peu plus instable d'un point de vue hémodynamique, on pourrait se permettre de faire des dialyses un peu plus longues. L'avantage des séances intermittentes, c'est évidemment, on va très bien épurer les petites molécules, on va avoir besoin d'une anticoagulation, mais de courte durée. Le coût est moindre par rapport aux méthodes continues. Maintenant, elle sera plus difficile à mettre en œuvre chez les patients qui ont une instabilité hémodynamique. On sera plus à risque quand même de provoquer un syndrome de déséquilibre et le contrôle de la volémie n'est pas continu. Ça reste une surcharge de travail pour l'équipe, surtout infirmière, mais moindre que pour les méthodes continues. Les méthodes continues, celles qu'on privilégie aux soins intensifs, c'est les méthodes continues qui combinent à la fois le phénomène diffusif et convectif, donc la CVHDF. Ici, je vous ai mis juste un schéma pour bien répéter encore une fois qu'en cas de CVHDF, donc j'utilise à la fois la diffusion, donc j'ai besoin d'un dialysat, j'utilise à la fois la convection, donc j'ai besoin d'un liquide de substitution pour contrecarrer l'eau plasmatique que je risque d'élever en excès à mon patient par la convection que j'impose. Les avantages des méthodes continues, c'est la stabilité hémodynamique, le contrôle continu de la volémie, le petit risque de syndrome de déséquilibre. Il n'y a pas de risque d'aggraver un œdème cérébral. On épure mieux les moyennes molécules si j'utilise la CVHDF et il y a moins de restrictions hydriques et nutritionnelles. Les inconvénients, c'est que c'est quelque chose quand même de lent. Ça immobilise le patient, on a besoin d'une anticoagulation continue, on expose le patient aux membranes de manière continue, ça peut masquer la fièvre, et évidemment c'est plus coûteux et la charge de travail est plus élevée. Quelle technique choisir? Plusieurs articles ont essayé, chez des patients en situation aiguë, de savoir s'il était préférable de faire une hémodialyse intermittente versus une épuration extrarénale continue. Ici cet article du Lancet, où ils avaient randomisé 184 patients dans le groupe intermittent versus 175 dans le groupe méthode continue. Je vous ai mis ici les caractéristiques des patients en baseline où il n'y avait pas de différence significative. Ils nous ont montré qu'ils ont répondu à leur outcome primaire qui était la mortalité à 60 jours et il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Clairement, en termes d'effets secondaires, l'hypothermie était plus fréquente chez les patients qui étaient sous épuration extrarénale continue. En gros, match nul. Pardon ? Un autre article a essayé de voir s'il y avait une différence entre les méthodes intermittentes et continues, et ils en sont arrivés exactement au même résultat. Il n'y avait pas de différence de mortalité entre les deux groupes. En gros, c'est clair, donc on a entre les deux techniques, pas de différence de mortalité, ni de récupération de la fonction rénale. Clairement, meilleure tolérance hémodynamique avec les méthodes continues. Les maîtres mots, c'est individualiser la prescription en fonction de notre patient, de ses besoins, de l'expertise de l'équipe, et donc faire ce qu'on sait faire. Il y a clairement des situations où on doit privilégier l'hémodialyse intermittente en cas d'hypercalémie sévère, d'intoxication, et en cas d'instabilité hémodynamique ou de lésion cérébrale, là, on doit privilégier les méthodes continues. J'avais mis ici cette dia-ci parce que c'est vrai que l'hémodialyse intermittente sera vraiment privilégiée en cas d'intoxication médicamenteuse. Les médicaments, le métabolisme il est complètement influencé par l'insuffisance rénale, déjà parce qu'on a une modification du pH chez le patient urémique. Souvent, il y a la coprescription de certains médicaments qui inhibent l'absorption digestive. Le volume de distribution est également perturbé. Le métabolisme est aussi impacté parce que l'impact de l'IRC a un impact sur les isozymes et sur notamment le cytochrome P450. Et évidemment, en cas de diminution du DFG, il y a un risque d'accumulation du médicament dans l'organisme. Les toxicités des médicaments qui s'accumulent aussi et souvent extra-rénales. Je pense à la surdité en cas d'amyloïde, au syndrome extra-pyramidaux-suprampérant. Et donc en cas d'IRC, bien penser toujours évidemment à adapter la prescription selon le DFG et privilégier les médicaments à élimination biliaire. Je vous ai mis ici quelques outils pour nous aider, quelques sites auxquels nous on fait souvent référence. En cas de dialyse, on parlera de dialysance, c'est-à-dire
quelle est la quantité de médicaments épurés pendant la séance de dialyse. 3 facteurs vont rentrer en jeu, sa taille, sa liaison aux protéines et sa répartition dans les différents compartiments de l'organisme. Il est clair que les grosses molécules, les molécules liées aux protéines, auront une dialysance plus faible. Je vous ai mis cette référence parce que c'est l'Extreat Group, c'est un groupe d'experts qui, en cas d'intoxication médicamenteuse, nous aide, nous dicte nos règles de bonne pratique. J'ai pris l'exemple de l'acide valproïque parce que ça nous était arrivé avec le docteur Mies un 25 décembre, où on avait une jeune patiente qui avait fait une intoxication à la dépakine, et donc on avait vu, on s'était aidé pour la prise en charge de la patiente, on s'était aidé de ces recommandations, qui nous disaient que si le taux d'acide valproïque était plus élevé à 1300 mg par litre, s'il y avait un état de choc, un état d'œdème cérébral, il fallait initier un traitement. Et surtout aussi, quand est-ce qu'on arrête ce traitement. Ça nous a d'ailleurs permis de faire un petit poster où on voit qu'après, au début de l'hémodialyse, le taux d'acide valproïque était très élevé, évidemment, et ça nous a permis de bien clairer le médicament après 6 heures de dialyse. L'insuffisance rénale aiguë, c'est une complication très fréquente aux soins intensifs. Ici, cette étude prospective, elle a regroupé 1800 patients de 97 centres. La définition de l'IRA, c'était selon les critères CADIGO qu'Eleonore vous a présentés, et la prévalence de l'IRA était dans 62% des cas. La cause la plus fréquente, évidemment, c'était le sepsis. La nécessité d'un recours à une épuration extra-rénale était de 14%, et la mortalité était évidemment très élevée en cas d'insuffisance rénale aiguë. On pourrait du coup se demander quel timing, précoce versus retardé. Plusieurs papiers, ici c'est des papiers qui datent dans le JAMA et du New England de 2016, où on avait l'impression que dans le JAMA, il y avait une certaine tendance à vouloir initier un traitement rapidement, c'est-à-dire en déant les 12 heures, versus retardé après 48 heures, qui n'avait pas été confirmé dans le papier du New England. Un autre papier qui est paru plus tard dans le New England également, en 2018, c'était un essai ouvert multicentrique randomisé qui avait comparé l'initiation précoce versus retardée dans un contexte de choc septique chez les patients qui avaient donc une insuffisance rénale aiguë. Rapide, c'était dans les 12 heures, retardé 48 heures après l'IRA. Évidemment, s'il y avait une indication urgente, l'épuration extra-rénale était débutée dans le groupe retardé. Ils avaient randomisé au total 488 patients, 246 dans le groupe initiation rapide et 242 dans le groupe retardé. Et l'outcome primaire était la mortalité à J90. Les caractéristiques de base des patients en baseline étaient identiques et ils ont montré que l'outcome primaire, il n'y avait pas de différence significative de mortalité entre les deux groupes. Donc l'initiation d'une épuration extra-rénale précoce versus retardée, pas de différence de mortalité entre les deux groupes, moins de recours évidemment à l'épuration extra-rénale dans le groupe stratégie retardée, parce qu'il y avait des patients soit qui malheureusement décédaient ou qui récupéraient, mais la mortalité globale restait quand même très élevée. Évidemment, quand on retarde l'épuration extra-rénale, on peut aller vers certains risques qui sont arriver à la surcharge volémique, à l'acidose métabolique, qui est difficilement compensée. Mais quand on épargne l'épuration extra-rénale, on peut évidemment avoir certains avantages, et surtout les avantages où on a moins de complications liées à l'accès vasculaire. Comment savoir si ma dialyse est efficace? Quelle dose délivrer? En hémofiltration, ça va être guidé par le liquide de réinjection. C'est exprimé en millilitres kilo-heure. On sait qu'on doit être supérieur à 25 millilitres kilo-heure. Lors d'une hémodialyse intermittente, ça va dépendre évidemment de mon accès vasculaire, de mon débit donc sanguin, de la durée de la dialyse, du nombre de dialyses par semaine. On peut calculer le PRU, donc le pourcentage de réduction de l'urée après une dialyse, et sinon, on a notre générateur qui nous donne un index, qui est le KT sur V, c'est-à-dire le K pour la clairance de l'urée. Donc, quel est le volume sanguin totalement épuré d'urée par minute? T est le temps de la dialyse et V, le volume de distribution du patient, qui est donc son volume d'eau. Le volume de distribution de l'urée et donc le volume d'eau du patient. On sait qu'on doit, en situation aiguë, nos CADIGO nous recommandent, et ça, un KT sur V qui est quand même assez élevé, de 3,9 par semaine. Chez les patients en situation chronique, on va viser 2,1. Mais donc, toujours adapter la dose, évidemment, à chaque patient, à sa pathologie. Et il n'y a pas vraiment de dose universelle, mais nos CADIGO nous recommandent de viser cette dose de dialyse. Qui dit dialyse, dit accès vasculaire.
En chronique, évidemment, on doit être fistule first, hein, donc on va artérialiser une veine pour permettre la ponction et mettre 2 aiguilles. On va essayer que ces 2 aiguilles, on doit essayer de respecter la règle des 6, donc que ces aiguilles soient minimum à 6 cm, qu'il y ait un bon débit au niveau de la fistule de minimum 600 minutes, qu'il y ait une profondeur inférieure à 6 mm. Évidemment, la fistule, une fois qu'on l'a créée, il y aura un temps de maturation de 4 à 6 semaines, qui peut être plus élevé évidemment chez le patient est diabétique, artéritique. Et ensuite, on a les cathéters provisoires que vous connaissez bien, et les cathéters définitifs, les cathéters tunnelisés, où évidemment on privilégiera toujours la voie jugulaire interne droite. Les accès vasculaires sont vraiment une des complications les plus fréquentes en hémodialyse, soit par une infection de l'exit side seul, ou soit par une infection de tout le tunnel sous-cutané. La fistule aussi peut se surinfecter. Évidemment, le germe qu'on craint le plus, c'est le staph doré. En cas de ponction traumatique, on peut aussi avoir facilement des anévrismes qui se développent. En cas d'une fistule ou l'anastomose, où il y aurait un vol trop important, ça peut entraîner des ischémies au niveau des membres inférieurs. Et les cathéters, évidemment, sont à risque de dysfonctionnement par thrombus, et donc là on peut soit liser in loco, soit faire une opacification du cathéter. J'ai juste listé ici quelques complications qu'on rencontre pendant les dialyses, mais c'est clair que ça pourrait faire le topo, ça pourrait faire un topo à lui tout seul. Qui dit dialyse dit anticoagulation. Évidemment, le sang, il est en contact avec des corps étrangers, le circuit, le filtre, et donc j'ai une activation du complément, de la coagulation. Ça nécessite donc une anticoagulation efficace. Le risque de coagulation du circuit, il est majoré évidemment en cas d'inflammation, de sepsis, et c'est souvent chez ces patients que vous avez le risque hémorragique, et l'est aussi. La prévalence de la thrombose du circuit peut varier entre 15 à 50% en fonction de la technique, en fonction de la membrane utilisée. La perte prématurée du circuit, ça peut entraîner évidemment une mauvaise épuration, une ultrafiltration insuffisante et donc une moins bonne tolérance de la séance par le patient et une majoration de la morbimortalité. On pourrait dire qu'en anticoagulation, soit on n'utilise pas d'anticoagulation, on rince le circuit par des bolus de liquide physiologique, ou alors on a des membranes qui captent l'héparine, et on a même maintenant des membranes qui sont héparinisées. On a l'anticoagulation systémique que vous connaissez bien par l'héparine de bas poids moléculaire ou l'héparine non fractionnée ou l'héparine de bas poids moléculaire, et on a l'anticoagulation régionale au citrate. Le citrate, son mode d'action est triple, hein. Il a une action à la fois sur les polycléraires neutrophiles, sur les plaquettes et sur la coagulation. L'anticoagulation régionale au citrate, donc sur ma ligne artérielle, j'injecte du citrate qui va aller chélater le calcium, et ça nécessite donc la réinfusion de calcium au patient par une voie veineuse centrale. Évidemment, ça a permis grandement de diminuer les complications hémorragiques. Ça peut entraîner quelques complications, hein, surtout si c'est pour ça qu'on ne doit jamais perfuser en voie périphérique, compenser cela en voie périphérique, parce que ça peut entraîner des nécroses cutanées, ça peut entraîner évidemment une hypocalcémie, une hypernatrémie, parce qu'on sait que le citrate, pour qu'il soit éliminé, il va être soit dialysé, soit il va être éliminé par voie métabolique, et le citrate, il va libérer 3 ions, 1 millimole de citrate va libérer 3 millimoles de bicarbonate et 3 millimoles de sodium. Quid pour le futur ? En hémodialyse intermittente, ça se fait, mais c'est quand même plus compliqué, parce qu'on est plus à risque d'avoir des complications surtout métaboliques en cas d'anticoagulation au citrate. Et jeudi dernier, à notre congrès de néphrologie, il y a une équipe qui a présenté un chouette papier qui partait de... Ils avaient comparé un dialysat sans calcium, et donc ça nécessitait la réinfusion de calcium au patient à la sortie du filtre, versus une membrane pré-héparinisée. Et ils avaient vraiment eu des très très bons résultats, avec un arrêt prématuré des séances dans le groupe membrane pré-héparinisée de l'ordre de 21%, versus 3,4% dans le groupe calcium 0. Nos CADIGO, donc les CADIGO, c'est un peu notre Bible, c'est eux qui nous dictent nos règles de bonne pratique. Qu'est-ce qu'ils nous préconisent en cas d'initiation d'un traitement pour une insuffisance rénale aiguë? C'est ce qu'on a vu ici. C'est donc l'utilisation des voies continues en cas d'instabilité hémodynamique, en cas de lésion cérébrale, privilégier la voie jugulaire interne droite pour le cathéter et privilégier l'anticoagulation au citrate en cas de méthode continue.
Hémodialyse intermittente versus continue, utiliser la technique la plus appropriée au patient, sa pathologie et surtout la plus maîtrisée par l'équipe. L'accès vasculaire, la jugulaire interne droite. Attention aux complications infectieuses des accès vasculaires. When to start, pas trop tôt ni trop tard. Il n'y a pas vraiment de réponse claire. La dose de dialyse, on doit se référer au CADIGO, et je pense qu'au soins intensifs, l'anticoagulation du circuit, on doit privilégier le citrate. Quelques mots sur la dialyse péritonéale. Donc, la dialyse péritonéale est rarement utilisée en situation aiguë. On peut quand même y être confronté, notamment si nous n'avons plus de possibilité d'accès vasculaire chez le patient. Et donc, le péritoine va jouer vraiment ce rôle de filtre. Le péritoine, il a une grande surface, il est très bien vascularisé, c'est ce qui nous permet de l'utiliser comme membrane de filtration. On va devoir positionner un cathéter par voie sous-ombilicale et qui doit être mis dans la position la plus déclive de la cavité abdominale, donc dans le cul-de-sac de Douglas. On va infuser à notre patient un dialysat. Il y a deux techniques qui sont possibles, soit de la technique manuelle, soit de la technique automatisée. Dans la dialyse péritonéale continue ambulatoire, là c'est le patient qui va faire 3 à 4 échanges par jour avec un échange un peu plus long la nuit. Tandis que dans la dialyse péritonéale automatisée, là c'est le patient qui, la nuit, va se connecter à la machine qui va faire elle-même les échanges et donc il aura un échange, une stase plus longue lors de la journée. En fonction du temps de stase, mes molécules vont pouvoir être épurées. Donc ici, on a les molécules de petits moléculaires, l'urée et la créatinine, mais la concentration du dialysat en glucose, elle, va diminuer, parce que le glucose va avoir un pouvoir osmotique et donc va créer ce qu'on appelle l'ultrafiltration. En fonction de la quantité en glucose de mes poches, je peux, et du temps de stase, drainer un volume plus ou moins important. Il est clair que les concentrations qui seront plus riches en glucose auront un pouvoir osmotique plus élevé. On utilise donc deux solutions, le fusionnéal et l'extranéal. L'extranéal, c'est de l'icodextrine. C'est un polymère de glucose dérivé de l'amidon qui peut aussi jouer le rôle d'agent osmotique. Il a un grand poids moléculaire et ça nous permet de réaliser une stase plus longue. Il est peu absorbé. Le but, c'est vraiment d'avoir une UF, d'optimiser l'UF. Mais on ne peut l'utiliser qu'une à 2 fois maximum par jour. Ça pourrait entraîner notamment des UF trop importantes, ça peut entraîner des péritonites aseptiques. Donc en dialyse péritonéale, on a à la fois le phénomène diffusif, avec la membrane péritonéale qui joue son rôle, et les phénomènes convectifs grâce au glucose qui entraînent une pression osmotique. Je devais quand même vous parler de toutes les techniques de dialyse, et donc il faut savoir qu'à domicile, on a la possibilité de dialyser les patients sous les mêmes machines qu'en centre. Mais ça nécessite évidemment un traitement de l'eau, ça nécessite que le patient ait chez lui à la maison un adoucisseur, un osmoseur, un filtre à charbon. Et depuis quelque temps déjà, il y a une technique qui s'appelle l'hémodialyse à bas débit. Et donc ça veut dire que là, on va partir du principe que je vais essayer de saturer au maximum mon dialysat en toxine urémique et faire couler mon dialysat à un débit moindre. Donc on est à 500-750 ml sur les hémodialyses conventionnelles, et ici on sera de l'ordre de 180-200. Ce qui me permet de fournir au patient le dialysat sous forme de poche stérile qui va utiliser 4 à 6 poches pendant ces séances de dialyse. C'est des séances de dialyse qui seront plus courtes, mais qui doivent être plus fréquentes. En Belgique, en 2019, le nombre de patients dialysés était de 8333. Et beaucoup de ces patients étaient dialysés en centre lourd. Et on est de plus en plus poussé à proposer ces techniques alternatives, ces techniques de domicile. Il y a 2 générateurs de machines qui nous permettent de le faire à l'heure actuelle en Belgique. Et comme je vous le disais, donc le dialysat il est fourni ici sous forme de poche stérile. La concentration en potassium peut varier. On peut avoir différentes concentrations en potassium selon les poches. Et donc le patient va utiliser 4 à 6 poches par séance. Et c'est que ça ne nécessite pas du coup un traitement d'eau du domicile pour pouvoir se dialyser à la maison. Les avantages de cette technique, ce sont des techniques qui sont certes seront des hémodialyses plus courtes mais plus fréquentes, et donc ça aura un avantage au niveau cardiaque, ça aura un avantage en termes d'UF, le taux d'ultrafiltration horaire sera moins élevé vu qu'on se dialyse plus fréquemment, on améliorera le profil tensionnel, on améliorera le profil, les chiffres du métabolisme phosphocalcique. Le problème de l'hémodialyse conventionnelle, on sait qu'après un intervalle
qui est le week-end, c'est ce jour-là qui est le plus mortel pour nos patients dialysés. De mortalité toute confondue, mais surtout cardiaque. Parce qu'on sait que la mortalité cardiaque va varier selon l'ultrafiltration qu'on va imposer à notre patient. On sait que dès qu'on dépasse les 10 cc kilo/heure, notre courbe commence à monter, et si on arrive à 13 cc kilo/heure, la mortalité est vraiment très élevée. Et donc l'idéal, c'est de viser une ultrafiltration de l'ordre de 7 cc kilo/heure, ce qui n'est vraiment pas très élevé. Et le but, avec ces méthodes à bas débit qui se font de manière plus fréquente, mais qui sont des dialyses plus courtes mais plus fréquentes, c'est finalement d'essayer de retendre vers la fonction rénale normale. En termes de coût aussi, c'est des méthodes qui sont très coûteuses au démarrage parce qu'il y a un temps de training du patient. Mais in fine, après 12 mois, on voit que les courbes se rejoignent et c'est des méthodes qui sont moins coûteuses. Et très important à l'heure actuelle, ce sont que c'est des méthodes de dialyse qui sont beaucoup plus vertes. C'est-à-dire que l'empreinte carbone par patient est réduite de presque de moitié, que la consommation en eau est évidemment 10 fois moindre et que le coût de l'électricité est également réduit. Merci de votre attention.